Un débat important anime ces derniers mois nombre d'économistes algériens qui étaient mes amis, enfin certains d'entre eux, puisque nous avons fait une partie de nos études en France, sur la croissance conséquente du PIB dans ce pays. Il est passé en 3 ans de 160 milliards ou 165 milliards de dollars à 200, 245, plaçant l'Algérie maintenant dans un jeu de chaises musicales, si je puis me permettre l'expression, de la 4e position à la 3e. Elle a acquis la 3e parce que le Nigeria, qui était premier, avec un PIB de 480 milliards de dollars, s'est retrouvé du jour au lendemain avec un PIB inférieur, bien sûr, à 244. Que se passe-t-il? Est-ce que ces indicateurs tels que pris par ces économistes algériens, qui font grand cas, je le répète, sont-ils pertinents? C'est la question auquel nous souhaitons répondre dans cette chronique, parce qu'il est temps aussi de dégonfler cette approche de l'analyse uniquement par le PIB. PIB qui est considéré par nombre d'économistes comme l'alpha et l'oméga d'une explication de la croissance et du développement, et qui maintenant perd beaucoup de terrain. De quoi s'agit-il? Tout simplement, beaucoup de gens disent que finalement le PIB n'est qu'un indicateur. Il n'est pas l'indicateur le plus pertinent pour jauger du développement d'un pays. La preuve, c'est que un pays comme l'Algérie avait un PIB en 2014 de l'ordre de 214-215 milliards de dollars. Il a reculé à l'aune des variations des prix des hydrocarbures pour descendre jusqu'à 165 et maintenant il opère une remontée. Est-ce que tout ça donne une explication réelle sur la situation de l'économie? Nous avons décidé de donner 3 lectures, si vous me permettez, cette approche du PIB tel que maintenant, disons, explicitée par des analystes. La première lecture est celle de l'économiste français Thomas Piketty, qui dit que de toute façon le PIB est un produit, c'est une approche par produit, et que ce qui est plus pertinent, c'est l'approche par revenu. Et au-delà du revenu, il faut voir le patrimoine de la nation. Je voudrais m'arrêter ici pour dire une chose très importante. La source du PIB ou l'essentiel de la source du PIB algérien ou de l'enrichissement algérien vient des hydrocarbures. Il vient d'un stock qui est patrimoine de la nation, enfui certes sous terre, mais qui, une fois que ce stock on en prend une partie, est un patrimoine qui, disons, opère une transformation. Il est sous terre, il le sort, il prend un caractère financier et monétaire, et là tout dépend comment on l'utilise. Si on l'utilise pour l'investissement, ce n'est pas le cas de l'Algérie, c'est un patrimoine qui se perd puisqu'il est consommé. S'il est utilisé par l'investissement ou pour l'investissement, bien sûr ce patrimoine se développe et donne beaucoup plus de revenus et une meilleure croissance, un meilleur développement. Ce n'est pas le cas de l'utilisation des ressources en Algérie. Cela est maintenant établi. Et donc, si nous faisons une pondération entre ce qui est ponctionné du stock et ce qui est dépensé et comment on peut dire que cette croissance s'opère, on se retrouve avec un PIB auquel il faut défalquer ce qui a été perdu en patrimoine. C'est-à-dire que finalement, il faut défalquer les pertes de stock des hydrocarbures sous terre. Cela peut paraître un peu compliqué, mais la démarche, une fois comprise, elle est finalement simple et d'une logique implacable. Et au-delà de tout ça, il y a une autre approche, celle qui a été, disons, construite ou qui a été établie par un autre Français, Emmanuel Todd, démographe, quand il s'est posé la question du pourquoi un pays comme la Russie, qui avait
un PIB qui était inférieur à celui de l'Italie, c'est-à-dire autour de 1600 à 1700 milliards de dollars, avait la possibilité ou s'est donné les moyens de résister à l'Occident dans sa guerre contre l'Ukraine. Pourquoi? Dans quel sens un PIB aussi moyen, disons d'une puissance moyenne comme l'Espagne et l'Italie, permet cette résistance? Tout simplement, il dit et il démontre de manière lui aussi extrêmement convaincante que le PIB n'est plus disons, un indicateur pertinent uniquement, puisqu'il faut adosser à cet indicateur un certain nombre de statistiques sociales, de diversification de l'économie qui peuvent expliquer comment la Russie, qui était somme toute sur papier facilement, disons, battable, entre guillemets, par les forces occidentales, se retrouve dans une situation où elle renverse un petit peu les données du conflit militaire. Statistiques sociales, c'est-à-dire que au-delà du PIB, il faut voir quels sont le taux de mortalité, le taux d'alcoolémie, le taux de suicide, le taux de mortalité enfantine, qui est très important, et c'est un indicateur aussi de la corruption dans un pays, le taux de malades mentaux, bref, un certain nombre de statistiques sociales qui indiquent quand même que est-ce que cette société est saine et évolue bien. Je ne vais pas m'attarder sur les statistiques sociales de l'Algérie, tel n'est pas l'objectif. L'objectif est de démontrer à nos amis économistes algériens que se baser uniquement sur le PIB n'est pas significatif. Et malgré, comme je l'ai dit, un PIB moyen, la Russie, qui dispose de statistiques sociales relativement bonnes, puisqu'elle a un taux, par exemple, de mortalité infantile de 4 pour 1000, c'est-à-dire inférieur à celui des États-Unis d'Amérique, et qui démontre un petit peu la solidité du système de santé de ce pays. Voilà un indicateur pertinent. Tout ça nous ramène à une troisième dimension de l'analyse du PIB, c'est-à-dire la source de ce PIB ou de cette richesse produite. Nous avons dit qu'il y a l'approche en termes de stock. Est-ce que cette richesse est produite par, disons, un patrimoine enfui ou produite par des flux, c'est-à-dire par des marchandises qui viennent, se renouvellent et sont produites et peuvent se reproduire à l'infini. Telle est l'approche. Pour faire dans le court, l'Algérie est une économie de stock et le Maroc est une économie de flux. Le Maroc a pratiquement peu de ressources minières. Bon, il a le phosphate, mais ce n'est pas une ressource, disons, impactante d'une manière déterminante sur l'économie. Donc, le Maroc a une diversité disons, de son tissu productif, que ce soit en agriculture, dans l'industrie ou les services, le système financier, le tourisme, etc. Ce n'est pas le cas de l'Algérie qui, pour l'essentiel, produit des hydrocarbures, on retire sa richesse et distribue cette richesse pour faire, disons, une sorte d'État entier qui distribue pour la richesse à la population pour acheter, disons, son silence ou son adhésion. Ce manque de diversité de l'économie de l'Algérie est patent quand il s'agit de voir quelle est la situation de sa balance commerciale. Et là, nous voyons qu'au-delà, et c'est connu, qu'au-delà de 90% de ces exportations sont composées de des hydrocarbures. Elle n'exporte pratiquement pas de marchandises, ou quand elle exporte, ce sont des marchandises, disons, assez primaires comme les dattes ou autres produits agricoles, et très peu de produits industriels, et bien sûr, le tourisme n'est pas dans le viseur des responsables algériens, comme le secteur financier algérien ne s'exporte pas ou s'exporte très mal. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout simplement qu'un pays, plus il a une économie diversifiée, plus il a une agriculture qui peut subvenir partiellement
ou totalement à ses besoins. C'est le cas de la Russie, c'est le cas aussi malgré la sécheresse du Maroc, parce qu'il développe quand même d'autres activités que la céréaliculture. Quand un pays a une industrie, aussi modeste soit-elle, la capacité de transformer des biens, il a des services, etc., c'est-à-dire il a une diversification de l'économie, il a une capacité, disons, de résilience et de résistance beaucoup plus importante qu'un pays qui est dépendant d'un seul produit. Vous allez me dire, la Russie aussi a de l'hydrocarbure. Détrompez-vous, les statistiques ont montré que de toute façon, les exportations agricoles russes ont dépassé les exportations en hydrocarbures et l'industrie russe est une industrie solide qui a pu se transformer en quelques mois d'une industrie de production de biens et services à une industrie de production militaire. Voilà, c'est pour cela que nous avons, avec nos amis algériens, essayé d'expliquer que, bon, tant mieux s'ils sont arrivés à un PIB relativement important, tant mieux s'ils sont troisième nominalement au niveau africain, mais ça ne peut pas donner des idées comme quoi ils sont devenus une puissance capable d'aller vers l'aventure et peut-être croire que le Maroc est à la portée militairement. Oh que non. Le Maroc a de la ressource, il a une diversification de son économie, un PIB qui avance lentement certes, mais sûrement nous n'avons pas ce mouvement yo-yo du PIB. Chaque année il avance d'un peu, disons, dans une dimension relativement modeste, mais il avance. Nous n'avons pas des 240 et qui reviennent à 160, loin de là. Il y a une croissance continue et constante et ce genre d'analyse nous permet de mieux percevoir que les pays doivent, au-delà des chiffres, aller dans la profondeur des choses et essayer de raison garder et ne pas croire qu'une croissance du PIB factuelle va changer la donne et les équilibres dans le voisinage.